Vous écoutez l'affaire Daniel Cano, deuxième partie. On est dans une enquête criminelle. Donc on va remonter très loin dans le passé de la personne soupçonnée. Fabrice Margueillan, journaliste au Dauphiné Libéré. Manuela est née dans une famille d'origine espagnole à Lamure, au sud de Grenoble, qui était une ville minière, et son père était mineur d'ailleurs. Elle naît le 14 octobre 1960 dans cette famille de 8 enfants, qui donne en tout cas l'apparence d'une famille unie. C'est une famille d'origine espagnole où la solidarité, la chaleur humaine, l'affection Ronald Gallo, avocat de Manuela González Cano. sont très marquées. Celle-ci s'est mariée, elle était encore lycéenne, elle avait 17 ans. Elle se marie avec celui qui sera le père de sa fille. Manuela était une femme souriante, accueillante, attentionnée, une belle femme d'ailleurs, qui attirait les regards. Et c'est une description très positive qui était faite d'elle. Les enquêteurs, avec tous les éléments qu'ils avaient, ils ont commencé à chercher dans le passé de Madame Cano Patrick Laura-Ronco, enquêteur. et se sont rapidement aperçus que ses anciens compagnons ont, pour une partie, déjà eu des problèmes, soit de santé, soit carrément sont décédés. Quand on découvre le dossier de Manuela González, puis qu'on remonte les années en arrière, grâce aux enquêteurs et grâce aux enquêtes qui ont été faites à l'époque, on ne peut être que extrêmement surpris des morts qui jalonnent le parcours de Manuela González, mais peut-être et surtout du mode opératoire qui ressemble de manière flagrante avec l'assassinat de Daniel Cano. En octobre 84, Manuela a une aventure avec un bijoutier, Michel Garcia. Il va terminer dans le coma aux urgences. Manuela González va faire boire du thé au bijoutier, M. Garcia. Ce thé, immédiatement, le bijoutier va trouver qu'il est extrêmement amer et dans les secondes ou les minutes qui suivent, va tomber dans le coma. Elle va profiter de ce coma pour lui voler un chèque de 80 000 francs. Le bijoutier Michel Garcia, il sort du coma après une journée. Il s'aperçoit qu'il a été volé, il dépose plainte. À l'époque, Manuela González va reconnaître partiellement les faits. Elle aura beaucoup de mal. Au départ, elle va changer de version à plusieurs reprises. Elle va reconnaître les faits tout en disant « non, je lui ai donné juste un somnifère ». Une expertise a été évidemment ordonnée. Ce qui lui a été donné, c'est de l'opium. Manuela reconnaît les faits, expliquant qu'elle avait des problèmes d'argent et que c'est la seule solution qu'elle avait trouvée pour s'en procurer. Elle est condamnée un peu plus tard par le tribunal correctionnel, 2 ans d'emprisonnement avec sursis. À la suite de cette affaire avec le bijoutier, Manuela se met en couple avec un patron de bar, François Colazo, qui a un bar à Brignoux, qui est une petite commune à côté de Villarbonneau. François Colazo était un inconnu complet à Brignoux quand il est arrivé. Alain Trocaz, ami de Daniel Cano. Mais bon, c'était un gars sans histoire, sympathique. En 1989, on apprend qu'il a été retrouvé dans son garage, décédé, asphyxié. Au petit matin, Manuela González découvre dans le garage de leur maison commune le corps de François Colazo dans la voiture. Il y a une enquête rapide qui est faite à l'époque pour recherche des causes de la mort. Ce qui est noté à l'époque, c'est qu'il y a eu un suicide par gaz d'échappement. C'est-à-dire que le moteur tournait du véhicule, il a ingéré des gaz d'échappement et il est décédé. L'autopsie sur le corps de François Colazo révèle qu'il a absorbé avant les faits du Temesta. Manuela González sera entendue, mais l'enquête n'ira jamais très loin. Au bout de quelques mois, l'enquête conclut à un suicide, même si la famille de la victime n'y croit pas vraiment. Ça a été un peu une surprise, quoi, parce que je voyais pas trop un gars dépressif ni rien, mais bon, ça peut arriver. Donc on ne s'est pas posé d'énormes questions. Il y a des décès qui demeurent mystérieux, mais c'est le mot
qui gouverne ce dossier, le mystère. Très peu de temps après la mort de François Collazo, Manuela se met en couple avec Thierry Le Chevalier. On est en avril 91, donc Manuela González vit avec Thierry Le Chevalier. C'était le 6 avril 91, en fin d'après-midi. Les voisins ont vu de la fumée sortir. Casimir Diskiewicz, ex-pompier. Et puis donc, ils nous ont appelés parce qu'ils savaient qu'on était pompiers, moi et mon gendre. On est monté tout de suite à l'étage. Mon gendre a ouvert le placard parce qu'il a vu que la fumée venait du placard. Et c'est là qu'on a trouvé M. Le Chevalier allongé, donc c'est avec des journaux par-dessus lui. C'est vieux, mais enfin 10 ans que je me rappelle encore parce que ça m'a marqué beaucoup. Ce compagnon, Thierry Le Chevalier, il est retrouvé dans un KGB, il y a eu un incendie. Joël Graya, directeur d'enquête à la section de recherche de Grenoble. Et dans le sang, encore une fois, la toxicologie dit que il y a du Temestor dans le sang. Là, une enquête est menée parce que les circonstances sont plus qu'étranges. Manuela González sera entendue dans le cadre de l'enquête sur la mort de Le Chevalier. Elle indiquera qu'elle n'y est évidemment pour rien. Manuela González expliquera que son compagnon s'est sans doute suicidé. Moi, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'on ne se suicide pas comme ça en s'enfermant dans un placard en mettant le feu à des journaux. Le mode opératoire d'un tel suicide interroge évidemment immédiatement les enquêteurs. Une instruction sera ouverte pour assassinat. Madame Manuela González part en prison pendant quelque temps et finalement des vérifications sont faites. Il y a notamment un témoignage d'une personne qui va dire à ce moment-là, elle n'a pas pu tuer Thierry Le Chevalier parce qu'elle était avec moi qui était son amant. Et cette personne-là, c'est Daniel Cano. Elle a un alibi pour le soir des faits. Et cet alibi, c'est Daniel Cano qui dit qu'ils ont passé la soirée ensemble. Au bout de 11 jours, elle est libérée. Et l'instruction ira à son terme en 2 ou 3 années. Et elle aboutira finalement à un non-lieu. On a une succession de personnes qui ont partagé la vie de Manuela González qui finalement ont eu un destin funeste. Sur tous les éléments qu'on apporte, on se rapproche toujours de Madame Cano. Effectivement, au niveau technique, elle a toujours une bonne réponse, mais elle laisse quand même le doute. Pour Manuela Cano, François Collazo s'est suicidé, comme Monsieur Le Chevalier s'est suicidé, comme Monsieur Cano s'est suicidé. Ils se sont tous suicidés, voilà. Gérard Poussin, expert psychologue. Et quand je lui ai dit, mais c'est terrible, cette succession comme ça, elle me regarde et elle me dit, « Ah, vous vous rendez compte, j'ai pas de chance. » Ce qui est frappant, c'est qu'elle a sans doute pu manipuler, tromper, séduire, je n'en sais rien, les enquêteurs en tout cas, pour qu'on ne creuse pas plus dans des dossiers qui sont quand même extrêmement curieux. On accuse et on condamne sans preuve. C'est ça, ce dossier. On condamne sur un passé, Ronald Gallo, avocat de Manuela González Cano. sur des apparences, sur des personnalités dont on dira jusqu'au bout qu'elles sont mystérieuses. Mais quand c'est mystérieux, précisément, on se pose des questions. Madame Cano, elle doit impressionner les gens autour d'elle, comme elle m'a impressionné moi-même. Elle avait effectivement ce charisme-là, c'est-à-dire quelqu'un qui attire les regards, qu'on écoute, qui sait saisir l'attention de l'autre. On perçoit quand même quelqu'un qui est dans une stratégie. J'ai des doutes sur la sincérité parce que il y a une présentation qui est un petit peu théâtrale, si vous voulez. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement complexe. On n'arrive pas à la cerner. Je me demande comment ça a pu arriver, comment on peut se laisser embarquer dans un truc comme ça. Il y a déjà 2 qui sont morts. 2, on peut penser que c'est des accidents, mais alors 3... Malgré ses multiples rebondissements et les soupçons qui ont à chaque fois pesé sur elle, Manuela González Cano n'a jamais été condamnée pour meurtre. Elle reste présumée innocente pour tous ces faits. Mais en 2008, après la mort de Daniel Cano, les gendarmes vont cette fois tout mettre en œuvre pour coincer leur suspect numéro 1.
Manuela Cano, elle reste quelques semaines hospitalisée puisque elle arrive à l'hôpital le 31 octobre 2008. À partir du 3 ou 4 décembre 2008, elle est dehors. Manuela Cano, elle revit sa vie. Elle revoit des gens, elle continue ses fréquentations. Donc finalement, la vie se poursuit. Une enquête, c'est quelque part un jeu de patience. On commence à un moment, on évolue dans le temps, on réunit des éléments. Notre idée, il faut pas se cacher, c'était au final remettre en garde à vue Madame Manuela Cano. On récupère tous les données techniques. On récupère la facture détaillée des téléphones, on entend les gens, on analyse les auditions, et là, on essaye de savoir est-ce que les gens disent la vérité, est-ce qu'on peut corroborer ce que disent les gens. Le matin même, un coup de fil est passé Nicolas Cano, fils de Daniel Cano. entre Manuela et sa famille, et le nom de Daniel Cano est cité comme quoi qu'il est décédé. On a la sœur de Manuela González qui dit « J'ai appelé mes parents à 8h05 le 31 octobre pour leur annoncer la mort de Daniel Cano. » C'est le premier appel que reçoivent les parents de Manuela. Les parents interrogés vont dire « On apprend la mort de Daniel Cano par le premier coup de fil ce matin-là. » On va chez le couple Cano vers 9h et la famille est prévenue avant du décès. Donc on se dit, c'est pas normal. Comment la famille peut être au courant du décès alors que nous, on s'est pas encore rendu au domicile et qu'on n'a même pas vu Madame Manuela Cano. Donc comment ils peuvent être au courant que mon papa est décédé? Qui, à part la personne qui a tué Daniel Cano, François Leclerc, avocat de Nicolas Cano. peut savoir à cette heure-là que c'est lui et qu'il est mort? C'est une évidence, c'est Manuela González. L'enquête prend une tournure extrêmement importante. Pendant 1 an et demi, on a réuni un très grand nombre d'informations. Il va falloir réentendre Manuela González, reprendre la garde à vue et, si possible, obtenir enfin un aveu. Nous avons décidé d'interpeller Manuela Cano le 23 mars 2010. Christophe Loiseau, enquêteur. Une fois que toutes les investigations avaient été menées, nous lui avons notifié ses droits de garde à vue et nous avons pris la garde à vue dans les locaux de la section de recherche de Grenoble. Son comportement de la garde à vue, elle était assez à l'aise, ni trop stressée, ni trop détendue. Du début à la fin de la garde à vue, elle est restée droite dans ses bottes. Elle répondait clairement à nos questions sans difficulté. Elle reste dans son attitude et quelque part, elle est convaincue et elle veut convaincre qu'elle a rien à voir dans le décès de son mari. Elle aimait son mari. Elle dit « Je n'ai aucun intérêt à tuer mon mari ». Et finalement, elle reste sur ce qu'elle a dit depuis le départ. Hein. C'est dispute entre eux. Lui, il est parti, elle s'endort. Le lendemain, il n'est pas là. Elle se pose pas plus de questions. Malgré les éléments que les enquêteurs lui présentent, malgré les questions qui lui sont posées, elle reste sur sa déclaration d'innocence. Elle ne reconnaît à aucun moment son implication dans la mort de Daniel. On a reposé plusieurs fois les questions différemment. Mais à chaque fois, elle a maintenu sa position, que ce soit sur les comptes bancaires, sur l'hypothèque de la maison, sur les difficultés financières du couple. Elle n'a jamais voulu le reconnaître et pour elle, elle n'avait aucune raison de tuer son mari. Elle essaye de se défendre, elle dit que c'est pas elle. Si c'est pas elle, faut qu'on amène un coupable, quoi. Malgré ces dénégations, à la fin de sa garde à vue, elle est présentée au juge d'instruction, mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat sur son mari Daniel Cano et incarcérée à la maison d'arrêt de Chambéry. C'est dur de se dire que la personne avec qui on a passé quasiment 20 ans a pu tromper son monde aussi bien. Nicolas Cano, fils de Daniel Cano. Qu'elle pouvait être autant quelqu'un de bienveillant et autant avec quelqu'un avec une face sombre. Elle m'a pas que trahi moi, elle a trahi tout son monde. Le procès de Manuela Cano s'est ouvert le 14 avril 2014 au palais de justice de Grenoble devant la cour d'assises de l'Isère. J'attends des aveux, j'attends de connaître la vérité, j'attends de savoir pourquoi, comment, qui, à quel moment, pourquoi. Enfin, toutes les questions que je me pose, je veux des réponses. Dès le début du procès, Manuela González se montre combative, affirme son innocence
fait preuve d'une certaine confiance quant au fait qu'elle va être démontrée devant la cour. Elle est très déterminée, elle connaît bien son dossier, elle l'a bien préparé, elle est bavarde, elle est très froide et elle se pose en victime. Elle se comporte comme une personne qui a rien fait, qui comprend pas. Enfin. En même temps, moi j'ai tellement la haine envers elle que je la vois comme un monstre. Enfin, je pense que cette femme, c'est un mensonge. Elle-même, c'est un mensonge. Sa vie est un mensonge. Le directeur d'enquête vient à l'audience. Ronald Gallo, avocat de Manuela González Cano. Je lui pose un certain nombre de questions en lui disant « Monsieur, est-ce qu'il y a des preuves de la culpabilité de Madame Cano dans ce dossier ?» Je lui demande de m'expliquer comment Madame Cano aurait mis le feu à cette voiture. Il n'a pas de réponse, c'est pour ça qu'il conclut qu'il n'y a pas de preuves. On n'a pas de preuves, mais on a plein de présomptions, on a plein de choses qui nous disent que c'est elle qui est impliquée et personne d'autre. Pour moi, j'ai pas de doute. On va reprocher à Manuela son passé. Et ce qui est troublant et révoltant, c'est ce passé qui va être le poids de cette procédure, poids dont elle ne réussira jamais à se débarrasser. Et donc, ce passé va être un poids contre lequel elle ne va pas pouvoir lutter. S'il n'y avait pas eu ce passé, j'estime que le doute aurait dû profiter à Manuela Cano. L'avocat général, à l'issue de son réquisitoire, a demandé une peine de 25 années de réclusion criminelle, sachant qu'elle encourait la perpétuité. À l'issue des débats devant la cour d'assises de l'Isère, Manuela González sera reconnue coupable François Leclerc, avocat de Nicolas Cano. de tentative d'assassinat et de l'assassinat de Daniel Cano et sera condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. C'est un soulagement. C'est un soulagement de savoir que la justice a bien fait son travail. Tu vois, Nicolas, je lui dis, si elle prend 30, c'est que personne n'a douté. Parce que aller au-delà des réquisitions, c'est très rare. Manuela González Cano fait appel et est libérée dans l'attente de son deuxième procès, qui réserve bien des surprises. Elle arrive libre, entourée de sa famille, la garde prétorienne familiale, et blonde. Alain Trocaz, ami de Daniel Cano. Alors blonde, je suppose, c'est pour adoucir les traits de la veuve noire. Lors du procès, la famille de Manuela a fait front derrière elle. On sentait vraiment une forme d'union sacrée pour la protéger. Lors du second procès, il y a d'une certaine manière un rebondissement. Elle demande, par la voix de son avocat, l'exhumation du corps de la mère de Daniel, en expliquant que ce dernier aurait laissé un mot dans le cercueil, disant qu'il allait la rejoindre bientôt. Donc, une manière de suggérer peut-être qu'il comptait lui-même mettre fin à ses jours ou qu'il se savait menacé. Donc la partie adverse dit que c'est une preuve comme quoi que mon papa aurait peut-être voulu mettre fin à ses jours pour rejoindre sa mère. Ça a été assez dur d'entendre, de demander une chose pareille, d'exhumer ma grand-mère pour vérifier qu'un mot était bien déposé ou non. Donc ça a été un moment qui est assez dur pour la famille. La Cour refusera évidemment d'ordonner l'exhumation, qui ne pourrait rien apporter au débat. On était assez contents que l'exhumation soit refusée. C'était un gros soulagement. La Cour d'assises de la Drôme condamnera à nouveau Manuela González pour la tentative d'assassinat et l'assassinat de Daniel Cano à 30 ans de réclusion criminelle. Manuela Cano reste une énigme, mais Gérard Poussin, expert psychologue. je l'ai dit effectivement au procès que j'ai été un peu désemparé par cette personnalité que je n'étais pas parvenu vraiment à cerner complètement. Ce qu'on ne comprend pas, c'est son fonctionnement psychologique. Et elle va mettre en échec tous les experts, psychiatres et psychologues, qui n'arriveront pas à lui faire dire ce qu'elle est réellement. C'est quand même un mystère, cette femme, parce que comment on peut vivre avec tout ça? C'est invraisemblable. Comment je me sens 13 ans après? Tout me manque. Ses appels du matin, ses conseils,
Nicolas Cano, fils de Daniel Cano. Sa bienveillance, tout me manque. Tout. Au quotidien, j'essaie de lui ressembler parce que c'était quelqu'un de droit. C'était quelqu'un qui aimait bien faire les choses, c'était quelqu'un qui aimait rendre service, qui était aimable, sociable. Au quotidien, j'essaie de faire ça. J'essaie de lui ressembler. Ouais. J'essaie de faire ce qu'il m'a appris. J'essaierai toujours de faire au mieux pour qu'il soit bien, qu'il soit fier de moi, de là où il est. Manuela González Cano s'est pourvue en cassation en 2016. Elle a été déboutée et a ensuite déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a pas abouti non plus. Elle se dit toujours innocente de l'assassinat de son mari. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Nathalie Mazier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.